les gens, à admettre les gens. Allez, admettez-les. Oui. Bonjour. 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 Salut. Bonjour à tous. On va attendre encore un petit peu, quelques minutes, de voir si tout le monde se connecte, s'il y a d'autres personnes qui arrivent avant de commencer. Peut-être on va commencer, puis les participants prendront au fur et à mesure. Donc, bienvenue à ce deuxième webinaire sur le mois du hand ensemble, qui s'axera principalement sur les acteurs pouvant nous aider, vous aider à développer des sections de hand ensemble avec Benoît Chanal qui se présentera, et ensuite ça sera axé sur le hand ensemble niveau national et régional avec Nathalie et Jérémy. Donc, je vais vous laisser vous présenter en commençant par Benoît. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Benoît Chanal, je suis référent paralympique Auvergne-Rhône-Alpes pour le comité paralympique et sportif français. Donc, c'est une structure qui accompagne l'ensemble des fédérations sportives qui ont une offre de pratique à destination des personnes en situation de handicap. Et je développerai tout ça juste après. Nathalie, tu peux enchaîner. Bonjour à tous, et puis des petites têtes aussi que je reconnais. Bonjour Michel. Donc Nathalie Delors, je suis en charge à la Fédération du développement des handballs, qui fait partie d'un pôle éducation et développement des handballs. Nous intervenons, donc on va l'expliciter tout à l'heure, mais surtout donc sur l'activité hand adapté et hand fauteuil. Et on finit par toi, Jérémy. Bonjour à tous, enfin bonsoir maintenant. Du coup, Jérémy, chargé de développement à la Ligue depuis quelques années maintenant, basé sur Clermont-Ferrand, et du coup depuis la fusion, responsable du développement et de la promotion de l'activité hand ensemble sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, et on va pouvoir commencer, débuter la visio par toi, Benoît. Je te laisse partager ton écran. Oui.
Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est tout bon? Parfait. Eh bien, merci tout d'abord à Stella et au comité du Rhône pour l'invitation. Donc, j'ai la lourde tâche d'introduire ce webinaire. L'objectif de cette présentation, c'était de pouvoir vous présenter ce qu'est le comité paralympique et sportif français et surtout l'écosystème parasportif qui est un mouvement en pleine évolution avec de plus en plus d'acteurs. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir vous présenter cet écosystème et ensuite de pouvoir aussi vous présenter les possibilités de financement qu'il est possible d'avoir justement si vous souhaitez développer des projets voilà, parasportifs sur le hand fauteuil ou le hand adapté. Donc, pour revenir rapidement sur la création du comité paralympique et sportif français, il a été créé en 1992, à l'époque par la Fédération française handisport, la Fédération française du sport adapté et la Fédération des sourds de France. C'est en 1996 que le comité est renommé Comité paralympique et sportif français et c'est seulement en 2013 qu'il s'est ouvert à de nouvelles fédérations sportives. Donc, à l'heure actuelle, au niveau de sa représentation et de sa gouvernance, nous avons 3 collèges de fédérations, les fédérations fondatrices, les fédérations paralympiques et enfin les fédérations des sports associés. Donc, j'y reviendrai juste après. 2015, c'est une date importante puisque le comité paralympique et sportif français est reconnu officiellement au sein du Code du sport comme l'organe qui représente le mouvement parasportif en France. Donc, c'est vraiment le pendant paralympique du Comité national olympique et sportif français pour le mouvement olympique. Et donc, il compte 42 fédérations membres en 2021. Donc, comme je vous le disais, de multiples acteurs se retrouvent, en tout cas au niveau du mouvement parasportif. Le comité paralympique et sportif français a une double mission. La première, à l'instar du CNOSF, c'est celui d'emmener les délégations françaises sur les Jeux paralympiques. Donc ça, c'est sa mission, on va dire, la plus reconnue médiatiquement. Et enfin, il a aussi une mission de développement et de coordination donc, du développement de la pratique parasportive en France. Comme je vous le disais, on a les fédérations spécifiques que sont handisport et sport adapté et donc qui ont une offre de pratique sportive, que ce soit de la compétition et du très haut niveau, en passant par le loisir, avec un accueil spécifique par public. La Fédération française du handisport accueille les personnes atteintes de handicap moteur et sensoriel, tandis que la Fédération française du sport adapté accueille les personnes atteintes de handicap mental et psychique. Ensuite, nous avons les fédérations délégataires. Elles sont au nombre de 16 à l'heure actuelle. Les fédérations délégataires, donc cette délégation qui est donnée par le ministère des Sports, concerne uniquement la partie compétitive, donc l'organisation des compétitions officielles du championnat de France jusqu'au championnat départemental et également l'inscription des sportifs de haut niveau sur liste ministérielle. Donc, on retrouve des fédérations comme le canoë-kayak, le judo, le volley, le badminton. Et cette délégation est principalement sur la partie para, donc handicap physique et sensoriel. Et ces fédérations-là ont également une offre de pratique sportive en loisirs. Et enfin, on a toutes les autres fédérations sportives, le handball en fait partie, qui sont soit des fédérations unisport, je pense également au football, à l'athlétisme, à la natation, ou alors des fédérations multisports et affinitaires. On y retrouve notamment toutes les fédérations scolaires, UNSS, UCEP, UXEL, la Fédération française du sport pour tous, la FSGT, toutes ces fédérations-là qui ont une offre de pratique sportive à destination des personnes en situation de handicap sur de la pratique loisir. Donc voilà un peu pour ce qui est en tout cas de l'écosystème parasportif au niveau des acteurs sportifs. Et comme je vous le disais, donc à l'heure actuelle, nous avons 42 fédérations membres.
Ensuite, cette diapositive me permet justement de vous présenter toutes les problématiques qui peuvent être spécifiques justement au développement de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est des problématiques qui peuvent être liées à la formation et à l'encadrement donc des éducateurs sportifs, des problématiques qui peuvent être liées à l'accessibilité des infrastructures et des équipements sportifs et à la problématique du matériel adapté. On a également voilà, les problématiques de transport qui sont importantes à prendre en compte. L'environnement social, donc là, on entend par ça notamment les proches et les familles, hein, puisque un des freins à la pratique parasportive, on s'en rend compte encore à l'heure actuelle, c'est un frein qui peut venir justement de la part des familles qui ont des craintes, voilà, en tout cas de pouvoir laisser leurs enfants dans un club sportif, pensant en tout cas que leur enfant n'est pas forcément en capacité de faire du sport. Donc voilà, il y a encore beaucoup de freins à lever et ces freins, il faut justement pouvoir les lever avec un nombre d'acteurs qui est très important parce que ces problématiques sont transversales. Donc ça peut être les acteurs du médico-social, puisqu'on a aussi beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont accueillies dans des établissements ou services médico-sociaux. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir favoriser la pratique sportive au sein de ces établissements-là. L'éducation nationale est aussi voilà, un acteur qui, pour nous, est très important. Il faut savoir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, 73% des élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire. Donc si on veut aussi pouvoir toucher les élèves en situation de handicap et les faire et créer des passerelles entre le monde scolaire et le monde fédéral, il faut pouvoir justement travailler avec l'éducation nationale. Bien sûr, les clubs, les associations sportives et les éducateurs font partie intégrante aussi de toute cette communauté parasportive. Les collectivités territoriales également sont des acteurs très importants puisque notamment les départements ont cette double compétence sport et handicap qui est très importante et donc ils peuvent aussi permettre de lever certains freins, notamment pour ce qui est de l'accessibilité des infrastructures ou sur la question des transports. Comme je vous le disais, les proches et les aidants sont aussi pour nous voilà, des acteurs à sensibiliser, à informer. Et enfin, la DRAGES et la SDJES, donc, qui sont les structures déconcentrées de l'État en charge du sport et donc qui mettent en place en tout cas la politique de l'Agence nationale du sport au niveau régional et départemental, ce qui me permet aussi de faire le lien avec la question des financements, puisque les financements existent sur le parasport, ils sont souvent méconnus et donc c'est pour ça aussi que je souhaitais pouvoir vous en parler rapidement. Donc, on peut retrouver des financements qui viennent de l'Agence nationale du sport directement, qui peuvent être des financements sur du projet, sur de l'achat de petits matériels, sur du soutien à l'équipement lourd. Ça peut être voilà, l'achat de minibus adaptés, du soutien aussi sur l'organisation d'événements spécifiques sur le parasport, ou encore des projets sport-santé qui incluent le public en situation de handicap. Et c'est pour ça aussi que je vous ai fait un focus sur le handball et sur les financements qui ont été alloués à des clubs et des comités en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, affiliés à la Fédération française de hand. En 2017 et 2019, on compte 7 clubs qui ont pu bénéficier voilà, d'un soutien de l'ANS. Ça peut être voilà, sur un achat de remorques à hauteur de 1 000 €, un projet d'accueil de personnes en situation de handicap. Alors, c'est pas précisé si c'est du hand fauteuil ou du hand adapté, mais voilà, on a un soutien de l'ANS aussi là-dessus, sur la découverte du handfit, sur la création d'une section handball adaptée avec une aide à hauteur de 1 500 €, ou enfin aussi sur l'achat d'un fauteuil enfant adapté à hauteur de 2 100 €. Donc voilà, en tout cas, les financements existent de la part de l'ANS et n'hésitez pas aussi à justement en faire la demande. Il y a également des financements qui existent au niveau territorial, que ce soit de la part de la région,
qui est un acteur qui est très engagé sur le parasport, alors que la région n'a pas forcément, en tout cas, de compétences exclusives sur le handicap ou le sport, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement engagée, avec un soutien sur l'achat de petits matériels, sur l'achat aussi de minibus adaptés ou sur des travaux d'infrastructure. Donc voilà, et enfin, on a également les enveloppes financières des conseils départementaux. On va également retrouver les mêmes aides sur l'achat de petits matériels, de l'équipement lourd, du soutien aux projets spécifiques également ou à l'organisation d'événements. Là-dessus, c'est vrai que même si le financement peut être un frein, il faut quand même que vous ayez voilà, toutes ces aides en tête qui peuvent aussi vous aider à monter des projets sur le hand fauteuil ou le hand adapté. Et enfin, je voulais terminer en faisant un petit focus sur le dispositif ESMS X Club qui a été lancé par le CPSF en début d'année. Donc ESMS, pour rappel, c'est un établissement et services médico-sociaux. Donc c'est tous les établissements et services qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et on se rend compte voilà, que un des freins justement au développement de la pratique sportive, c'est justement la pratique au sein des établissements et services médico-sociaux qui est encore relativement faible. Et il a été décidé justement de lancer ce dispositif pour créer de nouveaux liens entre des clubs et des établissements et services qui n'auraient pas encore de lien. L'idée, c'est de proposer un accompagnement sur la mise en relation entre un club et un établissement ou service médico-social et d'apporter un soutien financier à hauteur de 2 500 € pour un minimum de 9 séances d'activité sportive qui seraient proposées par un club à un ESMS. Je pense que le plus simple, c'est de vous présenter, de vous illustrer en tout cas ce que peut être ce dispositif avec un exemple en vidéo. Donc, je vais juste arrêter mon partage d'écran et vous en partager un autre. Et n'hésitez pas à mettre du son, je ne sais pas si c'est bon. Je vais juste... Alors, pardon. Voilà. Benoît, on n'entend pas ton son cette fois. Ah. Ok. Tu as pensé à bien cocher, activer le son? Ouais, normalement, alors, je vais arrêter. Je vais le remettre. On va faire une nouvelle tentative. Là, c'est bon. Par contre, vous avez une bande noire aussi au milieu? On est le jour de la première session de ces 6 jeunes qui viennent du CESA. Non, c'est bon là, ça marche bien. Qui vont découvrir donc le triathlon. C'est un programme qui met en relation les établissements médico-sociaux avec des clubs de fédérations qui sont affiliés aux comités paralympiques pour justement permettre de faire des passerelles entre ces entités pour que les jeunes en situation de handicap aient le moyen d'avoir accès au club et à la pratique sportive. Alors faire du sport, donc du coup c'est déjà sur le développement psychomoteur, tous les bienfaits au niveau physique. Pour le mental, voilà, c'est le côté se défouler dans la gestion de ces émotions qu'on travaille beaucoup avec les enfants qu'on accueille. C'est important de pouvoir atteindre une certaine sérénité et le sport permet ça, de faire le vide dans sa tête pour être bien dans son corps et dans sa tête. À chaud, je suis super content. Ça leur permet vraiment de voir pas un seul sport, mais 3 sports en une activité, qui fait que au niveau moteur, ça les développe énormément. Au niveau relationnel, c'est pareil. Là, vous avez une vingtaine de jeunes de 5 à 18 ans à peu près. Et du coup, ça crée vraiment une cohésion dans le groupe, quels que soient les âges.
Et donc là, c'est surtout un beau moment d'échange dans les deux sens, pour les jeunes du CESAD de découvrir qu'ils ont leur place dans ce genre de choses, et pour les jeunes du club de découvrir qu'ils peuvent partager un bon moment avec des enfants qui ont un vécu un peu différent. Voilà pour le dispositif SMS X Club. Je vais juste remettre ma présentation. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation ou pas? Ouais, on la voit bien, on voit ton diapo. Ok. Donc oui, sur le dispositif ESMS X Club, tous les clubs, en tout cas affiliés à la Fédération française de handball, sont éligibles et peuvent proposer voilà, un projet en lien avec un ESMS. Voilà. Et donc moi, je suis vraiment à votre disposition, en tout cas, si vous souhaitez développer ce type de projet pour vous accompagner. Donc vous avez mes coordonnées qui doivent s'afficher, et puis je pourrais aussi vous transmettre une plaquette de présentation du dispositif. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions qui veulent être faites sur ce qui vient d'être dit? S'il y en a pas, on va pouvoir passer à la suite, où on va reprendre le principe de la slide de la dernière fois. Je vous colle le lien et je vous envoie. Juste, Stella, oui. Je peux poser une question, même si je suis intervenant, j'ai le droit de poser des questions ou pas, c'est bon. Benoît, juste pour aider un peu dans quand est-ce que les clubs peuvent demander de l'aide financière ou des soutiens auprès du département ou de la région? Est-ce qu'il y a des timings, des appels à candidature? Enfin, comment ça se passe pour demander un soutien financier? C'est à quelle période? Ça se passe comment? Alors, sur les soutiens qui sont nationaux et donc qui viennent de l'ANS, c'est via les campagnes. Je crois que là, la campagne vient de se terminer cette année. Mais voilà, c'est tous les ans, souvent entre le mois de mars et le mois de mai-juin. Ça va dépendre des directions régionales jeunesse et sport. Mais voilà, en tout cas, c'est cette période-là. Ensuite, pour les départements et les régions, alors la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est également à peu près dans cette tranche-là, entre le mois de mars et le mois de mai. Et pour les départements, alors là, ça va dépendre d'un département à l'autre. Donc là, le plus simple, c'est d'aller directement sur le site des conseils départementaux où tout est expliqué. Souvent, c'est le même principe un peu que pour le compte asso. Il y a un formulaire en ligne à remplir avec un compte à créer. Donc voilà, en fonction du département, faut voir directement sur les sites. Je peux apporter une petite Donc, Je peux apporter une petite précision. Pour les clubs, il faut demander auprès des CRS. Les demandes de subventions se font au niveau régional, c'est au niveau des CRS. L'ANS, c'est vraiment pour des projets d'ampleur nationale. L'ANS redistribue normalement une partie des fonds aux différentes. C'est le conseil régional CRS. Conseil régional du sport, conférence régionale du sport, voilà, excusez-moi. Conférence régionale du sport, les nouveaux termes m'avaient échappé. Donc, c'est auprès de ces instances qu'il faut faire les demandes pour les clubs. Tout à fait. Alors, effectivement, la conférence régionale du sport est en train d'être mise en place avec une conférence des financeurs derrière qui sera mise en place en 2022. Après, sur les soutiens et les financements de l'ANS, ils sont encore gérés à l'heure actuelle. On est encore sur une année charnière par les directions régionales jeunesse et sport et les services départementaux. Donc, en fait, c'est vraiment sur le compte asso. Et après, en fait, c'est les services départementaux et la direction régionale qui va gérer en tout cas l'instruction du dossier via l'enveloppe qui leur sera dédiée par l'ANS. Donc c'est vrai que cette année, c'est encore l'ANS qui gère directement et l'année prochaine, on sera sur la conférence régionale du sport et la conférence des financeurs, tout à fait.
Super. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous ai mis le lien à slide pour ceux qui veulent et je vais partager mon écran avec si vous préférez, je ne sais plus comment ça s'appelle, le QR code, pardon. Hop. Et là. Voilà, si vous préférez le QR code. Et quand vous êtes en place, je lancerai. Vous me dites si ça marche pour tout le monde. Si vous avez réussi à vous connecter ou si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous le dire. Hop. Vous pouvez me dire si vous arrivez à vous connecter. Ça a l'air. Hop. Et ben c'est parti. Ah mais ça avait déjà commencé, je crois. Je vais la rouvrir pour les autres si vous voulez. Je rouvre. On passera peut-être un petit peu moins de temps, mais voilà, si tout le monde n'avait pas réussi à mettre les mots. Je vous laisse encore 30 petites secondes. Hop. Inclusion, on reviendra dessus tout à l'heure. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, connaissez-vous ces actions en direction du ensemble? Si ça ne marche pas, n'hésitez pas à communiquer dans le chat. On lira. On lira tout. Hop, je rouvre. Je crois que tout le monde n'a pas. Hop. On peut choisir qu'un seul truc, par contre, Stella. Ah mince. Bon, bah, je sais que vous préférez. Moi, je les connais tous, mais bon, je peux pas le dire. Choisissez celle que vous préférez. Ah, bah si ça marche pas. Chez les autres, ça marche quand même s'il n'y en a qu'une seule. Parce que j'ai deux personnes chez qui ça marche pas, à ma gauche. Ok. Et on va terminer sur une dernière. Hop. Au niveau régional, on est bien. Quelle est la pratique entre le hand fauteuil et le hand adapté qui est le plus représenté à votre avis? Vous avez un petit curseur à placer normalement. Ah, ça ne marche pas non plus chez Anne. Bon, bah, n'hésite pas à noter. Ah, peut-être c'est le serveur Internet, on me dit. Que sur Chrome, ça marche bien et que sur d'autres serveurs, ça ne marche pas. Mais sinon, n'hésite pas à écrire et puis on regardera, on le mettra avec tout le monde. On fera la moyenne. Voilà. Et bien, peut-être Nathalie, si tu veux commencer en reprenant un peu tout ce qui a été dit. Et après, je te laisserai partager ton diapo. Donc, voici les mots qui ont été mis sur le hand ensemble, quand on parle du hand ensemble. Je ne sais pas si on est d'accord avec ce que tu penses ou pas. Bon, écoutez, de toute façon, ce sont, j'imagine, des valeurs que nous partageons tous. Ce qui peut ressortir et qui me fait très plaisir, c'est ce mot d'inclusion. On est passé d'un temps d'intégration à un temps d'inclusion aujourd'hui et je pense que la nouvelle équipe fédérale porte ces valeurs d'inclusion. On le justifie aussi au travers du portage du développement de tous les handballs. On a vraiment un pôle qui s'appelle développement des handballs. Donc ensuite, bien sûr, tous les autres mots vont venir compléter ces valeurs.
voilà, on va retrouver des mots qui sont chers à cette pratique, la mixité de pratique, la convivialité, le partage, le regroupement. Voilà, vous avez quand même bien résumé, on va dire, que ce soit sur le hand adapté ou le hand fauteuil, la philosophie fédérale. Bravo. Donc, voilà, après, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu des événements. Là, c'était plus un petit peu pour voir ce que vous connaissiez ou pas. Je pensais qu'on pouvait mettre multi-réponses, donc c'est peut-être pas très représentatif du coup. Non, mais après, ce n'est pas très grave. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, localement, vous savez les événements qui sont sur votre territoire. Donc ça, c'est très important et ça montre l'intérêt que vous y portez. Ensuite, effectivement, il y a des actions qui sont plutôt portées au niveau national. Et puis, actuellement, il y a des soubresauts de création championnats, que ce soit des championnats régionaux ou des championnats départementaux sur le hand fauteuil et le hand adapté. Ensuite, on a d'autres types aussi d'événements qui peuvent exister, très en lien bien sûr avec le Téléthon. On peut avoir beaucoup d'actions aussi avec la journée du handicap qui va se dérouler, ou la semaine du handicap qui va se dérouler au mois de novembre de chaque année. Voilà, donc il y a plein d'actions qui sont mises en place. Vous avez énormément de structures d'entreprises aussi qui s'intéressent au monde du handicap, soit pour faire des initiations ou des sensibilisations pour les salariés. Donc voilà, il faut essayer d'aller piocher et d'aller retrouver peut-être aussi dans les maisons départementales, les MDPH, toutes les actions qui sont mises en place. Mais bon, là, vous avez déjà un beau panel de proposer. Et on termine, c'est peut-être plus Jérémy qui pourra donner une réponse, mais on pourra reprendre tout à l'heure si tu veux, mais garde en tête ce qui a été dit sur ce diagramme, et puis on reprendra tout à l'heure, comme ça Nathalie peut partager sa présentation. Ouais, je pense que je vais un petit peu en parler aussi. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Là, ouais, on voit ton diapo. Parfait. Ok. Donc, effectivement, moi, l'objectif de ce soir, c'est de faire un petit peu une mise d'information un petit peu uniforme à chacun d'entre vous. L'idée, ce sera d'échanger à un certain moment, effectivement, si vous avez des questions. Moi, le but sur cette slide-là, c'est de vous faire prendre conscience que cette activité en direction des personnes en situation de handicap, ça préoccupe nos dirigeants depuis plus de 30 ans. Elle a été une pratique très spontanée parce qu'elle est vraiment venue d'éducateurs spécialisés qui étaient handballeurs et qui avaient envie de proposer cette activité au sein des établissements spécialisés. Elle est venue de parents qui avaient des enfants en situation de handicap et qui amenaient leurs enfants dans les clubs de handball dits traditionnels. Et on a un territoire, on va dire, précurseur sur cette activité qui est les Pays de la Loire. Parce que, voilà, historiquement, on a eu une structure d'accueil qui s'est vraiment impliquée, qui avait beaucoup de handballeurs, et ils ont choisi de développer cette activité de prime abord via le hand adapté, parce que du coup, si on revient un petit peu sur votre sensation entre le hand fauteuil et le hand adapté, effectivement, on a une représentativité de personnes jouant au hand adapté bien plus supérieure que le hand fauteuil, mais ça, c'est au niveau sociologique, hein, c'est pas des chiffres qui sortent de nulle part. Mais voilà, en 85, voilà, ces Pays de la Loire, avec cette ville de Sablé-sur-Sarthe, a démarré cette activité hand adapté vraiment très en lien avec une structure. Et puis, le hand fauteuil est arrivé aussi là par un souhait de personnes handballeurs qui avaient rencontré dans leur vie voilà, cette rencontre avec le fauteuil, et du coup, ont proposé une adaptation de l'activité handball pour le fauteuil. Quoi vous dire d'autre? Après, ce sont vraiment des dates clés qui, historiquement, pour la fédération, nous semblent importantes, mais moi, je retiendrai 2014, la première signature nationale avec la Fédération française sport adapté. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler de 2017, hein, le match en périphérie, les 2 matchs en périphérie du championnat du monde 2017 qui s'est passé à l'Hôtel Accor Arena et qui a, je pense, sacralisé le fait qu'en France, on a proposé une activité pour les handis
durant un championnat du monde. Et ça a été la première marche qui nous a permis, au niveau ministériel, au niveau de nos partenaires, de vraiment s'ancrer dans le monde du handicap et ce qui était un véritable objectif fédéral. Ensuite, on va dire sur une actualité un petit peu plus actuelle, c'est la participation donc, aux premiers travaux avec l'IHF, l'EHF autour de l'activité en fauteuil. Là, c'est vrai qu'on a commencé à mettre le pied sur cette volonté de vouloir aller vers une pratique plus compétitive pour le hand fauteuil qui répond à une demande territoriale. Ceci étant, on est vraiment très vigilant parce que l'IHF et l'EHF on fait remonter pas mal d'incertitudes dans le sens où on n'a pas encore de classification commune, nous n'avons pas encore de règlement commun. Donc, il est vrai qu'on a commencé à mettre le pied dedans, mais il va falloir encore travailler beaucoup nationalement pour avoir une action, on va dire, très impactante au niveau d'une équipe nationale et donc d'une organisation nationale. Bien évidemment, nous avons aussi en 2019 signé l'adhésion au CPSF, ce qui aussi a permis de continuer à structurer notre souhait d'être dans des réseaux d'acteurs autour du handicap. Et puis, bien sûr, 2020 aussi marqué par l'élection de la nouvelle équipe fédérale qui porte également ce projet d'inclusion et donc, on va dire, la pérennité de ce projet en ensemble. Alors, ce projet fédéral et ses ambitions, vous avez bien compris que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le handball pour tous, c'est le handball pour les plus éloignés de la pratique, c'est pour un handball qui soit adapté à chacun. Donc ça fera partie vraiment de l'ambition et de la volonté de nos dirigeants d'aujourd'hui. Je vous ai parlé de ce mot d'inclusion, vous voyez, je l'ai marqué aussi dans notre projet fédéral parce que on est passé d'un temps d'intégration à vraiment un temps d'inclusion et ce souhait que dans les clubs, il faut s'imaginer être en potentialité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas forcément l'objet de tous les projets associatifs, mais en tout cas, si on y était confronté, la fédération s'est dotée de formation, s'est dotée d'une pratique adaptée, s'est dotée de matériel spécifique, s'est dotée et est en train de se doter de livrets pédagogiques. Et donc, on doit pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap de la façon la plus optimale possible. Donc, cette mixité qui aujourd'hui est notre force, c'est-à-dire on a bien le constat qu'on n'a pas forcément une base de personnes en situation de handicap assez grande pour pouvoir proposer des rencontres, pour avoir des championnats aussi fournis que nos championnats dits traditionnels, mais que cette mixité de pratiques entre les valides, entre les handis, entre les hommes, entre les femmes, entre les âges, c'est une véritable force aujourd'hui de cette activité pour ne laisser personne en dehors des terrains. Et puis, ça permet aussi de cette mixité du souhait de chacun. Il y en a qui ont envie d'être joueurs, mais il y en a aussi qui ont envie d'être impliqués dans la vie fédérale, dans une association, dans la vie associative. Et ça, c'est aussi la force de ce projet. Donc, cette vie associative, j'en viens, elle apporte aussi beaucoup de richesse et ça a permis de vraiment ouvrir le spectre de certains clubs à s'ouvrir sur son environnement. Là, je remercie Benoît d'avoir fait un petit focus sur l'environnement du club et de toutes les ressources qu'il pouvait récupérer pour développer des projets. Nous aussi, on va dire de façon très humble au niveau de la fédération, c'est notre objectif. Ensuite, on a aussi des ambitions en termes de qualité d'accueil. Bien évidemment, notre souhait, c'est d'être dans un accueil très qualitatif. Donc, c'est bien la raison pour laquelle on a structuré et on restructure encore nos formations en direction de ces futurs animateurs en ensemble. L'accompagnement de projet, donc, Benoît en a parlé, donc je ne reviendrai pas dessus, mais au niveau fédéral, vous avez certainement entendu parler du pacte de développement, donc ça c'est plutôt au niveau territorial, mais il y a des fonds d'investissement aussi qui sont mis de la fédération en direction des structures clubs, comités et ligues pour porter et accompagner les projets, notamment en ensemble, l'ANS bien évidemment.
Des événementiels parce que il faut faire briller, parce qu'il faut, comme toutes les autres disciplines, il faut à un moment donné montrer ce qu'on fait. Donc c'est vrai que les nationales en ensemble à la fédération ont été un tremplin. Ce tremplin que vous avez pris et que vous avez structuré au niveau territorial, ça a été une vraie plus-value pour avoir une dynamique commune. Alors bon, je vous passerai la situation sanitaire qui a été catastrophique dans tous les sens du terme, y compris dans la dynamique qu'on avait su créer avec cette récurrence d'organisation. J'espère qu'à la rentrée 2021-2022, nous allons pouvoir recréer aussi cette dynamique. Mais en tout cas, ça a contribué aussi à un de ces objectifs d'avoir un événementiel fort et reconnu. Ensuite, cette mixité de pratiquants, j'en ai parlé, mais je n'ai pas parlé de pratiquants qui temporairement pouvaient être en situation de handicap. C'est-à-dire que nos joueurs qui sont blessés dans une pratique compétitive traditionnelle peuvent aussi aller rejoindre de façon temporaire nos collectifs en fauteuil, voilà, sur une période de rééducation. Ça peut tout à fait complémenter et c'est ce qui fait la force, encore une fois, de ce projet. Enfin, sur les objectifs vraiment purs et durs de notre fédération vis-à-vis de ce projet en ensemble, j'en ai parlé, c'est d'être une fédération qui est ancrée et reconnue donc, dans le monde du handicap, non pas sur des actions qui peuvent être ponctuelles, mais sur vraiment une action qui est portée par l'ensemble de nos structures. Donc, vous voyez, on est à peu près à environ à 35 ans d'ancienneté dans cette pratique. C'est long. C'est long dans son imprégnation dans toutes les strates de notre structuration, mais c'est une ambition qui est maintenue et la nouvelle équipe fédérale est également partie prenante pour dire qu'il faut continuer notre niveau d'exigence, qu'il faut continuer à proposer cette activité, mais il faut aussi prendre en considération les souhaits. Et nous sommes arrivés justement à ce carrefour où le souhait des pratiquants sera de tendre vers une pratique plus compétitive. Ensuite, nous avons aussi un dispositif pour permettre, que ce soit pour les personnes en situation de handicap mental ou handicap physique, de trouver chacune une activité qui lui convienne. Sur une activité adaptée, on a un petit peu moins la demande de nos pratiquants à l'heure d'aujourd'hui d'une pratique compétitive, mais il n'est pas incertain qu'à un moment donné, il y ait aussi un travail avec la FFSA autour de cette thématique. Ensuite, on a des objectifs de valoriser et soutenir, et je pense que l'initiative de ce soir est vraiment l'illustration de ce que l'on peut faire ensemble, c'est-à-dire vous êtes donc dans un mois du hand ensemble, j'en suis ravie parce que voilà, c'est une initiative très originale et qui à ma connaissance, et pour le moment la première en l'état. Et ça montre bien l'intérêt, le souhait et la volonté de développer cette activité, donc ce qui vient complètement en lien avec notre activité, notre souhait de développer le hand ensemble. Voilà, pour faire court sur... en termes de développement, quelle que soit l'activité, moi, comme je vous le dis, on travaille autour de tous les handballs. On a à peu près les mêmes piliers. Alors, il y a quelques piliers qu'on pourrait rajouter, mais on va dire les principaux, ils sont ceux-là. On va travailler sur la formation, on va travailler sur l'événementiel, le développement et les pratiques. Ça, ce sont les ingrédients clés pour tendre vers une pratique plus pérenne. Donc, elle est structurée à peu près de la même façon à chaque fois sur chacun des piliers. Là, ce qu'on a voulu vous représenter, c'est que au niveau de la formation, nous avons notre travail au niveau de la fédération. Il y a aussi des attentes au niveau des territoires et il y a des attentes au niveau des clubs. Donc, chacun d'entre nous, si on reprend par exemple au niveau national, sur le plan de la formation, vous savez, donc il y a une formation qui est dédiée au sein de vos organismes de formation dans le cadre du titre professionnel qu'on appelle le T4. Vous avez donc un module qui est dédié à animer la pratique en ensemble. Et nous, au niveau de la fédération, nous travaillons à former tous les formateurs qui vont intervenir sur ces instituts de formation. Donc, le pendant, c'est qu'au niveau du territoire, il peut proposer cet ITFE des formations et bien évidemment, les clubs, ils peuvent suivre ces formations. L'idée en termes de club, c'est vraiment d'essayer d'identifier les personnes qui peuvent aller suivre ces formations, bien évidemment les publics qui peuvent être aussi des supports de formation,
et puis peut organiser aussi des opérations qui peuvent être aussi des supports au niveau de la formation. Sur l'événementiel maintenant, alors au niveau fédéral, on répond à beaucoup d'opportunités. Là, pour le coup, on est vraiment sur de la réponse au coup par coup à des partenaires. Donc, c'est vrai qu'on a fait pas mal d'interventions dans les entreprises comme Havas, comme Canal+, qui sont venus taper à notre porte pour que l'on explique comment à la fédération on proposait cette activité et comment on l'ancrait dans l'esprit handball d'une façon globale. On a également le souhait de participer à des événements fédéraux, internationaux. Il y en a peut-être certains qui ont participé à des symposiums. Le Mondial 2017, ça a été, on va dire, la cerise sur le gâteau pour montrer ce qu'on était capable de faire. On a eu également des tournées estivales pour lesquelles on a fait du hand-fauteuil. On est allé au plus près de la population et là, on a proposé cette activité. Et puis, bien évidemment, ces rencontres nationales en ensemble. Au niveau des territoires, donc vous avez par exemple les nuits de Caluire, vous avez différentes actions que vous pouvez identifier sur le territoire et dont, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, les journées du handicap. Vous avez les rencontres régionales qui peuvent être mises aussi en place au niveau du territoire. Et au niveau des clubs, vous pouvez être aussi dans une dynamique de sensibilisation, soit avec des scolaires, soit encore une fois avec des entreprises, avec tout type de partenaires qui peuvent être vos vrais collaborateurs pour développer les projets, et y compris les établissements spécialisés. En termes de pratique, donc là, c'est un petit peu mes propos introductifs. Aujourd'hui, on a une pratique qui est bien structurée au niveau fédéral, d'accord, c'est-à-dire qu'on va former nos animateurs, nos coachs. On va avoir une pratique qui n'est pas codifiée, mais qui est référencée. On va avoir une pratique qui a un matériel spécifique adapté. On va avoir une pratique qui, demain, aura son livret pédagogique qui va relater des séances clés en main. Au niveau des territoires, vous vous emparez de ces outils pour proposer l'activité. Mais on a également une instance internationale et une instance européenne qui sont actuellement reliées entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'IHF d'un côté, il n'y a pas le HF de l'autre côté. Ils sont vraiment les deux ensemble pour porter à ce jour et uniquement la pratique du hand-fauteuil. D'accord ? On n'est pas avec eux. Ils ne nous ont pas encore mobilisés, sollicités. Ils ne se sont pas encore mis autour du hand adapté. Voilà. S'agissant du développement pur, donc nous, on a ce devoir de créer donc, la philosophie de l'activité, son évolution. On doit créer un projet de développement pour chacune des activités dont on ensemble. Pour cela, on s'outille d'un groupe national de pilotage, tout simplement. On a donc des personnes dédiées qui travaillent avec nous sur ce sujet. On a des structures qui travaillent, donc vous, les ligues, les comités et les clubs, sur ces projets et sur l'expérimentation, si je peux parler comme ça, d'actions autour du handicap. On élabore bien sûr une stratégie de communication. On va encore, je pense, avec cette mandature, aller plus loin parce qu'on était un petit peu timide, mais on est un petit peu timide de façon générale dans le handball. On montre peu ce que l'on fait, mais là, l'ambition, c'est de montrer réellement ce que l'on fait. Et enfin, on a un service marketing qui est là également pour aller chercher des partenaires qui, à ce jour, on a eu quelques accroches, mais ça reste encore assez confidentiel. Au niveau des territoires, voilà, le job, c'est la déclinaison de ce projet fédéral. C'est l'objet des ligues et des comités. Également au niveau des clubs, donc à différents échelons. C'est ce qui va être l'intérêt entre Jérémy et moi de nos présentations qui normalement devraient être très complémentaires. Donc le territoire va développer et organiser aussi, tout comme la fédération, un groupe territorial autour de cette activité. Il va créer certainement des rencontres territoriales en ensemble et il va chercher potentiellement aussi des partenaires locaux. Ce qu'on va pouvoir retrouver également dans les clubs. Vous n'attendez pas auprès de la fédération pour avoir des partenaires et c'est bien normal. Vous allez pouvoir proposer aussi
comme on le disait tout à l'heure, des personnes pour aller se former sur l'activité en ensemble. Et puis, c'est vous, les clubs, qui mettez en place cette activité. Et c'est ce qui est bien l'important, on va dire, de notre projet. Ensuite, ce qui est aussi optionnel, ce que j'ai marqué en bas en jaune, évidemment, le matériel et l'équipement, on va dire, en fauteuil, peut être un frein aussi au développement de cette activité. C'est pour ça que c'est très, très bien de connaître un petit peu toutes les options de financement pour vous aider à vous outiller et à vous accompagner. Alors, au départ, ça peut être du prêt de fauteuil, mais après, ça peut être aussi avec de l'investissement carrément dans des fauteuils. J'en viens maintenant sur quelques chiffres alors, qui sont vraiment à pondérer. Nous avons connu une condition sanitaire qui ne nous permettait pas de vous retranscrire des chiffres actuels, mais plutôt au 31 mai 2019. C'est à peu près la réalité de nos pratiquants. Il va falloir un petit peu booster côté féminisation parce que vous voyez qu'on n'est pas très bon. Pourtant, le handball est plutôt assez bon de ce côté-là, mais en tout cas, il y a du licencié, il y a du pratiquant. Là où je pondère un petit peu aussi ces chiffres, c'est qu'en termes de saisie de licence, on a peut-être aussi des licenciés qui sont joueurs traditionnels et qui vont aussi jouer au hand ensemble, mais qui ne matérialisent pas les deux au moment de la création de leur licence sur Gestand. On va retrouver à peu près les mêmes problématiques sur toutes les autres pratiques. Donc là, on a vraiment les chiffres bruts, mais à mon avis, on peut rajouter encore des licenciés complémentaires. Alors, j'en finis sur les chantiers sur lesquels nous sommes. Là, je vous ai parlé un petit peu de l'histoire, je vous ai parlé un petit peu de comment on était structuré au niveau de la fédération. Et on va dire les chantiers qui nous attendent entre maintenant et on va dire 2024. Donc, sur le champ de la formation, donc la formation nationale continuera, la formation territoriale continue également. Nous sommes en train de créer une certification coach hand fauteuil qui va être un certificat complémentaire au T4. Qui sera plutôt là en direction donc des publics et des futurs coachs sur la pratique compétitive. Et on est en train, avec les collègues, de sortir un livret en ensemble, comme les autres livrets Baby Hand, Hand premier pas, Hand A4. D'un point de vue événementiel, nous croisons les doigts, nous espérons que les rencontres nationales vont pouvoir revenir en 2022. J'espère aussi que les rencontres territoriales vont pouvoir être reproposées dans l'ensemble de tous ceux qui s'y étaient engagés. J'ai fait un petit focus sur Paris 2024. Sachez que c'est aussi quelque chose qui est porté. Nous avons 2 référents Paris 2024 qui est notre Jélém Miaro et Jérôme Fernandez. Et nous faisons partie, quand je dis nous, c'est le pôle développement des pratiques et le pôle performance sociale autour de toutes les actions portées par Paris 2024. Et nous avons à cœur de proposer aussi des activités en ensemble. D'un point de vue purement développement, nous sommes donc sur le projet fédéral 2020-2024 qui est en finalité d'écriture, on va dire dans la partie philosophique. On ne l'a pas mis encore vraiment en action. Ça va être l'objet de 2021-2022. On est également sur la recherche de partenaires. Ça, je vais dire que c'est quelque chose d'assez récurrent. Bien évidemment, sur l'accompagnement des structures au niveau financier, ça, c'est vraiment récurrent aussi. Nous avons aussi, juste avant le confinement, travaillé avec la FFH sur le conventionnement d'une contractualisation commune. Sur un accompagnement autour de la création de la classification, sur comment mettre en place les premiers championnats au niveau de la fédération. Malheureusement, on n'a pas pu signer cette convention, donc ça va être un des premières actions qu'on va mettre en place. Et puis, au niveau national, nous allons aussi essayer de conventionner avec un institut qui est vraiment très proche de la Maison du handball, qui normalement devrait être terre d'accueil de préparation dans le cadre des Jeux paralympiques, qui nous va pouvoir être vraiment un vivier en termes de pratique et puis aussi de laboratoire pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet, on va dire, de la compétition, mais aussi du développement de la pratique et du matériel mis à disposition. Et enfin, de dernier point, donc je parlerai de l'équipement. Aujourd'hui à la fédération, nous avons un parc de fauteuils à plutôt destination
développement, de découverte de l'activité. Et là, nous souhaiterions passer sur un parc de fauteuils sport vraiment dédié plutôt à une pratique compétitive. Et voilà, je vous en ai parlé d'un point de vue sportif, ce sera voilà, tous les travaux et la mise en synergie avec l'ensemble des acteurs de la fédération autour, voilà, peut-être dès 2022, une pratique voilà, compétitive en fauteuil. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, j'aurais une petite question. Oui. Joséphine Zerio. Bonjour Stella, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Ouais. Ma question, c'est de savoir un peu le rapport que vous avez avec les fédérations, sport adapté et handisport, et notamment sur la question des licences. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une licence handball, fédération, ou faut-il une licence sport adapté ou handisport? Alors, je dirais que tout est possible. C'est ça qui est pratique. En gros, un sportif… alors, bon, la première question, c'était quelle relation avec les fédérations? Les relations existent. Nous avons une convention avec la FFSA depuis 2014 et nous allons contractualiser une convention avec FFH, on va dire, dans les mois à venir. Elles permettent une fluidité d'action, c'est-à-dire permettre à des instances de pouvoir participer à des actions que proposerait FFSA ou des actions que proposerait FFH. S'agissant des licences, c'est entre guillemets très simple, c'est-à-dire que quand on est sur du sport adapté, un pratiquant qui va aller chez Sport Adapté pourra pratiquer du handball, mais ce n'est pas leur cœur de métier, d'accord? C'est-à-dire que c'est un gros omnisport. Donc, il va pouvoir avoir une licence pour aller faire du foot, il va pouvoir aller faire du basket. C'est vraiment un gros omnisport. Il y a quelques initiatives autour du handball, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a contractualisé ensemble. Nous, on est plus accueillants et on fait tout le travail autour du développement avec les licenciés. Mais ça n'empêche pas, par contre, FFSA, d'être sur une pratique compétitive, alors là, sur un niveau plutôt national. Donc, en gros, la fédération entraîne, la fédération propose à FFSA d'aller faire leur détection dans nos clubs. Eux, ils réalisent une détection et ils constituent une équipe de France et ils ont réalisé à ce jour 3 championnats d'Europe avec des joueurs issus de nos clubs FF Handball. Ça, c'était pour la partie voilà, FFSA. Sur la partie FFH, c'est à peu près la même chose. Ça va être également un gros omnisport. Donc, un licencié qui sera chez FFH pourra aller participer à de multiples activités. À ce jour, FFH n'a pas la possibilité de développer le handball et qui plus est le handball pour tous parce que voilà, des moyens limités, parce que il y a aussi le fait qu'il n'y a pas non plus une volumétrie de personnes en situation de handicap assez conséquente pour aller dans l'une et aller dans l'autre. Donc, on va contractualiser le fait que la fédération, comme nous le demande le ministère, va prendre son intégralité du handicap. Et FFH va nous accompagner pour structurer, alors non pas la pratique pour tous, parce que ça, on sait le faire et on le fait déjà, mais plutôt une pratique, alors à voler plutôt pratique compétitive, et il y a aussi, ils sont sur une analyse expertise pour laquelle ils vont nous accompagner pour nous aider voilà, à aller encore plus précisément dans cette activité et encore mieux performer. Merci. Dans le cadre alors d'activités ligue ou comité du Rhône, comité départemental, s'il y a plusieurs clubs qui réussissent à inclure des enfants en situation de handicap, est-ce qu'il y a la possibilité de faire des tournois, des championnats éventuellement? Et qui serait à l'origine de tout ça? Est-ce que ça serait toujours la fédération handball ou la fédération sport adapté ou handisport? Alors, d'un point de vue hand adapté, vous avez l'exemple, bon, je vais revenir toujours sur les mêmes, hein, c'est pas du tout pour les stigmatiser, mais bon, les Pays de la Loire. Les Pays de la Loire, une fois qu'ils ont
effectivement eu un nombre de clubs conséquents. Ils ont fait le choix de proposer un championnat régional et un championnat départemental. Ça, le ministère nous l'autorise. C'est-à-dire que la Ligue ou le comité peut décerner des titres de championnats départementaux ou de championnats régionaux. En revanche, au niveau national, le ministère ne nous a pas donné ce qu'on appelle la délégation pour décerner des titres de champion de France. Donc, en fait, au niveau national, nous ne pourrons pas organiser de rencontres à vocation compétitive, que ce soit pour le hand adapté ou que ce soit pour le hand fauteuil. Je vous parle bien à ce jour, parce qu'on va refaire encore la demande. Côté handisport, dans tous les cas, handisport ne proposera pas... Ah oui, alors avant de passer sur handisport, je termine simplement sur sport adapté. Sport adapté, eux, ils sont vraiment installés sur un niveau international. D'accord ? Donc, ils vont aller récupérer des joueurs et ils vont constituer leurs équipes de France, ils vont entraîner ce petit pool de performance, mais en tout cas, ils n'organiseront pas, on va dire, de championnat parallèle. Donc, pour handisport, par contre, ils n'organiseront pas, sauf de façon ponctuelle, des rencontres handball, on va dire. Il n'y aura pas, ça va être le même cas de figure, c'est-à-dire que la Ligue et le comité peuvent organiser des rencontres compétitives, peuvent décerner des titres de championnats régionaux, de titres de champions départementaux, mais au niveau national, à ce jour, nous ne pouvons pas. Merci. Ça permet aussi de faire une transition avec la présentation de Jérémy, qui va pouvoir enchaîner du coup au niveau territorial et peut-être ça répondra avec ce qui est mis en place actuellement. Merci Stella, merci Nat pour cette belle présentation. On ne s'était pas consulté pour savoir ce que chacun mettait, mais du coup il y a pas mal de choses. Vous avez bien compris que étant le référent au niveau du territoire, je suis souvent en contact avec Nathalie dans le travail et dans la collaboration. Donc, il y a pas mal de choses que je vais reprendre. Ces piliers qu'elle a exposés sur le développement national, je pense que vous allez pas mal les retrouver dans le développement territorial. Alors, je vais essayer du coup d'aller dans des actions plus concrètes des projets qu'on a entamés depuis quelques temps, et notamment depuis la fusion au niveau des trois ligues, et surtout les projets, les idées qu'on a un petit peu avec les personnes qui tournent autour de l'activité du hand ensemble, comment on l'a réfléchi. Donc, je vais vous présenter un petit peu les actions et les missions au niveau de la ligue. Effectivement, du coup, la première, l'une des premières missions qu'on a, c'est la création d'un réseau hand ensemble sur le territoire. Plus ce réseau il sera fort, plus il sera important, plus le développement, la promotion de la pratique sera importante. Pour nous, c'est essentiel. On parlera juste après de la formation. Nathalie, vous en avez dit un mot. Je pense que c'est un des éléments forts pour que la pratique existe sur le territoire et se développe. Donc, effectivement, on profite du fait que la fédération de handball et des relations avec le handisport et le hand adapté pour nous aussi le décliner au niveau territoire, avec des relations qu'on peut avoir avec la Ligue de sport adapté Aura ou la Ligue de sport ou la Ligue handisport. Maintenant aussi avec Benoît, que j'ai appris aussi à connaître depuis peu. Donc voilà, alors à l'époque de l'ex-Auvergne, j'avais des conventions territoriales avec chacun de ses partenaires. Pour l'instant, la grande région n'a pas encore remis en place des conventions territoriales. Les conventions territoriales étaient une déclinaison de la convention nationale. Donc c'est vrai qu'on attendait aussi que la fédération puisse travailler au niveau national pour nous après le décliner et amener vers des actions locales. Donc voilà, après il y a un gros travail que j'ai à faire, aidé par mes collègues des comités, c'est l'identification de toutes les personnes ressources au niveau du territoire. Ça c'est un truc qui évolue assez fréquemment dans les clubs, des nouvelles ressources qui arrivent, des gens qui changent, des nouvelles opportunités qui se créent. Et du coup, nous, c'est un peu cette veille qu'il faut qu'on ait toujours constamment au niveau de la Ligue, des personnes ressources, des clubs qui sont intéressés pour créer des sections. Donc, on essaye de clairement identifier, notamment sur les débuts de saison, les personnes qui peuvent être intéressées et qui pourraient intégrer notre réseau d'ensemble.
L'objectif étant que rapidement, à terme, on puisse créer une espèce de commission d'ensemble à l'intérieur du territoire, qui sont un peu force de proposition pour des actions, pour des projets autour du land ensemble. J'ai trouvé déjà un premier référent au niveau de la Ligue, une personne avec lequel je travaille depuis longtemps, qui est Fabien, que vous avez eu pour ceux qui étaient là la semaine dernière comme intervenant, voilà, qui travaille régulièrement avec moi sur les formations, etc. Donc on a l'habitude de bosser ensemble, et l'objectif, voilà, c'est qu'on intègre tout le monde dans une espèce de commission. Ça, c'est pour le futur. Dans les autres missions et actions de la Ligue, il y a un accompagnement fort des projets, des structures du territoire. Depuis 2 ans, on accompagne les sections qui se créent en début d'année par une dotation matérielle. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une création sur le territoire, qu'on arrive à identifier, des fois on a du mal à l'identifier, mais quand on arrive à l'identifier, on est là pour les aider. La thématique du matériel étant une des problématiques fortes dans l'ensemble, on essaie de les accompagner. Alors, je vous le dis tout de suite, ne demandez pas à acheter des fauteuils pour tout le monde. Ça ne sera pas inclus dans le budget qu'on peut se permettre. Mais par contre, de l'achat de petits matériels pour mettre en place des jeux de maillot, des ballons, des choses comme ça, c'est des choses que les clubs en création peuvent nous demander. Cette année, en plus de ça, on a accompagné les clubs dans une dotation à tous les clubs du territoire qui voulaient mettre en place un projet. Alors, même si on a connu la crise, on a quand même maintenu cette dotation matérielle. Cette année, on a aidé 6 structures au niveau du territoire, voilà, sur des aides allant de 200 à 500 euros, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça ne construit pas votre projet de votre budget de fonctionnement au niveau des sections, mais ça vous aide un petit peu par rapport au projet que vous mettez en place. On a aussi depuis quelques temps, depuis au moins 3 ou 4 ans, un accompagnement financier et en termes de communication pour les clubs de la région qui organisent les étapes du challenge Handi Amotour. Le challenge Handi Amotour, j'en dis vraiment 2 mots très rapidement, c'est un regroupement de sections hand fauteuil maintenant qui sont découpées en 2 régions, enfin en 2, la France a été découpée en 2, le nord et le sud. Et ils s'affrontent sur plusieurs regroupements sur un week-end, dans plusieurs endroits, partout dans les 2 zones. Et après, il y a une confrontation nationale, enfin un regroupement sous forme de finalité en fin de saison. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on accompagne effectivement. Et puis après, on a un accompagnement méthodologique sur toutes les projets de création. Dès qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour créer une section, on essaye avec Fabien ou avec d'autres personnes du territoire de les accompagner, de voir comment on peut fonctionner pour que leur section puisse se mettre en place. Donc ça, on est toujours là et toujours à l'écoute des opportunités et des demandes des personnes pour les accompagner. La promotion des pratiques, ça c'était le pilier que Nat a mis sur le volant événementiel. Effectivement, depuis des années, le territoire Aura participe au national du hand ensemble. Je pense que c'est un des territoires qui participe très très régulièrement au national. L'objectif étant maintenant d'arriver à descendre ce projet sur un niveau territorial. Ces régionales du hand ensemble, elles étaient prévues depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est obligé de les annuler à cause du Covid, notamment en avril 2019 où elles étaient organisées par les stagiaires en formation. Donc avec moi, c'était un peu leur cursus de formation. Elle devait les amener à organiser les régionales hand ensemble. Donc tout était prévu, tout était organisé. Malheureusement, 15 jours avant, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc obligé de tout annuler. Cette année, ça n'a pas pu se faire non plus. Donc, l'objectif est toujours que ces régionales puissent exister assez rapidement. Surtout qu'on a déjà identifié l'organisation qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire plutôt une journée liée au hand adapté sur le vendredi et une journée plutôt sur le hand fauteuil sur un samedi. Et on a un lieu qui est déjà prêt à nous accueillir, des bénévoles qui sont à fond dans l'organisation. Donc, on est prêt, on a un produit prêt à mettre en place, mais qui va, j'espère, verra le jour en 2022. Donc ça, c'est un peu le côté
événementiel qu'on aimerait mettre en place. Et après, l'accompagnement du développement de la pratique. Donc ça, c'est par rapport à ce que Nathalie a évoqué et la question qui lui a été posée. Depuis quelque temps, effectivement, la demande de certaines sections est sur le fait de faire de la compétition. Voilà. Donc, on a essayé d'y répondre depuis 2 ans. Alors, l'année dernière, évidemment, on n'a pas pu en faire, mais il y a 2 ans, on avait tenté l'initiative d'un championnat hand-fauteuil Aura. Il y avait 4 sections qui s'étaient créées. Il n'y a pu avoir malheureusement qu'une seule journée de compétition puisque les 2 autres étaient prévus pendant le Covid. Donc voilà, il y a une vraie envie d'arriver à organiser les choses, à le référencer et après de travailler autour de cette compétition. Et notamment, on est avec Fabien très attentif notamment à la question de la formation à la fois des entraîneurs et à la fois des arbitres, qui aussi nous tient à cœur d'arriver à organiser ça pour que les compétitions se déroulent un peu comme les compétitions traditionnelles, voilà, avec le même service qu'on puisse rendre. Donc voilà, il y a une vraie réflexion et qui sera de nouveau mise sur la table en début d'année prochaine si tout va bien, avec une vraie volonté que les sections créent leur championnat qui correspondent le mieux à leurs attentes, au format qu'ils veulent mettre, est-ce qu'ils veulent souvent se rencontrer, pas souvent, quel règlement ils veulent mettre en place, vraiment qu'ils soient acteurs de leur compétition. Donc ça sera de nouveau le cas, je l'espère, en 2022, avec l'objectif de développer et mieux structurer cette offre de compétition. Pour le hand adapté, on est plutôt lié directement avec le sport adapté sur l'organisation des compétitions. Depuis 2 ans, on a la chance que les championnats de France se déroulent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Vichy, sur lequel on s'investit pas mal. Du coup, voilà, j'espère que l'année prochaine, ça sera de nouveau le cas et qu'on pourra continuer à travailler dessus parce qu'on a fait sur des événements-là pas mal de formations d'arbitres. Enfin, voilà, c'est pas mal de choses qui ont été plutôt intéressantes pour le territoire. Et la dernière chose que je voudrais évoquer avec vous, effectivement, je l'ai évoqué dès le début, c'est un noyau dur du développement, c'est la formation. On va essayer de mettre en place le plus régulièrement possible la formation du module 9, animer les pratiquants d'ensemble. Il y a 2 ans, on a réussi à faire une promotion avec 9 stagiaires, si je ne dis pas de bêtises, donc qui était la première année où on a réussi à la mettre en place. Cette année, malheureusement, on n'a pas pu le mettre en place et puis de toute façon, on n'a pas non plus vocation, à mon avis, à le mettre tous les ans en place parce qu'il faut quand même trouver un certain nombre de stagiaires pour pouvoir le mettre en place. Donc, s'il y a du monde, on le mettra en place. S'il n'y a pas de monde, on essaiera de le reporter sur une autre année. L'organisation rapidement de cette formation, très, très, très rapidement, c'est 40 heures de formation qui se découpent à peu près en 50-50 avec des temps de présentiel à peu près à 50%, où là, on est vraiment sur la thématique de l'animation des séances, de la compétence de terrain, et plutôt 50% de temps théorique que là, on organise plutôt en distanciel, où là, on est plutôt sur des compétences liées à l'handicap, à la gestion des personnes en situation de handicap dans les clubs. Voilà. Au mieux organiser la chose. Et puis, Nathalie m'en a parlé juste avant que vous y arriviez. On est aussi agrémenté au niveau de la Ligue en tant qu'organisme de formation. On a passé un certificat qui s'appelle Calliope et notamment l'un des points de Calliope, c'est de pouvoir se mettre en règle pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap dans nos formations. Et donc, j'ai été identifié comme le référent. J'ai fait déjà 2 ou 3 formations pour que la Ligue, pour l'instant, la demande n'existe pas, mais dans le futur, que les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient se former, la Ligue puisse avoir les meilleurs outils, la meilleure mise en route, les meilleurs outils concrètement pour pouvoir accueillir ces personnes-là et ne pas leur dire non, on ne peut pas vous accueillir, on n'a pas les conditions nécessaires, on n'est pas formé, on n'a pas les locaux qui vont, on n'est pas prêt à vous accueillir.
l'objectif, là, c'est plutôt que là, la Ligue soit prête à n'importe quel moment d'accueillir, soit en formation modulaire, soit en formation professionnelle, des personnes en situation de handicap. Donc voilà un petit peu les actions, les projets, les lignes directrices de la Ligue là-dessus. Il y avait un truc aussi que j'ai oublié de vous dire, que j'avais noté dans ma tête, sur la promotion de l'activité. Depuis 2 ans, enfin il y a 2 ans, grâce aux subventions, on a réussi à avoir un parc de fauteuils au niveau de la Ligue. Donc on a 8 fauteuils qui font un peu le tour au niveau de la Ligue. Dès qu'il y a une sollicitation, on les met gracieusement évidemment à disposition des clubs qui ont des projets. Donc dès que des clubs ont des projets et souhaitent avoir des fauteuils pour mettre en place un projet, on essaye de s'organiser pour leur mettre à disposition. Et le comité nous a suivis il y a peu sur un nouveau parc de fauteuils aussi. Si je ne dis pas de bêtises, Stella, vous en avez 6. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? C'est bien ça. C'est ça. Donc du coup, on va dire que sur l'ensemble du territoire, on a un petit parc qui commence à être sympa de 14 fauteuils qui permet aux clubs et aux structures qui souhaiteraient mettre en place une démonstration dans leur club, voilà, des choses comme ça. Je sais cette année, évidemment, elles n'ont pas beaucoup bougé du local de Clermont-Ferrand, mais il y a 2 ans, voilà, à chaque fois qu'il y avait une demande, on essayait de s'organiser pour pouvoir les mettre à disposition. Et je pense que ça, en termes de promotion, c'est toujours un point important, puisqu'on sait que la problématique des fauteuils reste importante sur le hand fauteuil. Et dans la stratégie générale de la Ligue, à chaque fois qu'on a un gros événement, on aime bien y associer une démonstration, notamment de hand fauteuil. Donc voilà, on essaye toujours d'avoir cette visée et l'axe du handicap dans l'ensemble des actions qu'on met en place. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je crois que le comité le fait aussi assez régulièrement sur ces événements de regroupement au niveau des scolaires, des choses comme ça. Donc voilà, on essaye d'avoir une vraie philosophie au niveau du territoire pour que à chaque gros événement du territoire, le handicap soit représenté. Voilà. Si vous avez des questions sur ce qui se passe sur le territoire, je suis à votre écoute. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions des personnes, soit sur le territoire ou revenir sur d'autres choses qui ont été dites, n'hésitez pas. Jérôme, tu peux enlever ton diabo. Oui, pardon. Allez, toutes les personnes intéressées pour faire partie du réseau sont les bienvenues. Vous avez bien compris. Plus on est de fous, plus on rit. Oui, bonjour. Salut. Donc, moi, je suis du HBCM, donc sur Clermont-Ferrand. Juste pour me présenter par rapport aux intervenants, parce que je sais avec Jérémy, on se connaît un petit peu. Et donc, dans notre club, on a une section hand ensemble que j'essaye d'animer avec beaucoup de motivation. La difficulté la plus grande que je rencontre, c'est le développement. De façon à faire grandir cette section, sachant que dans ma section, j'ai à la fois du handicap mental et du handicap fauteuil. Voilà. Il y a un désir au club de s'orienter vers une équipe en fauteuil qui serait séparée du handicap psychique. Voilà. Et je voulais revenir sur ce que disait Jérémy par rapport aux formations. Alors, j'entends, s'il n'y a pas assez de monde, on ne peut pas faire la formation. Je comprends bien, mais c'est sacrément frustrant parce que du coup, on a vraiment l'impression d'être à la traîne et ça manque. Parce que moi, personnellement, je suis monitrice éducatrice. Je travaille avec des jeunes en situation de handicap. J'ai une connaissance du handicap qui va me permettre d'adapter mon discours, d'adapter ce que je fais. Mais je vois au sein du club d'autres personnes qui auraient envie de se former et voilà, on n'arrive pas à avoir cette formation, donc c'est super frustrant. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous aider à nous développer, de pouvoir vraiment accéder à toutes ces belles choses que j'ai entendues. Et voilà, des fois, j'ai l'impression que c'est compliqué pour nous. Nathalie, je crois voilà mon ressenti. Eh bien, Nathalie, vas-y, je te laisse la parole pour répondre. Oui, alors effectivement, c'est bien un souci parce que même au niveau national, parfois, on n'arrivait pas à avoir un pool assez important. Ceci étant,
Après, c'est à voir hein, si vous avez un petit peu l'âme voyageuse, mais il n'est pas interdit d'aller dans un territoire à côté. Il n'est pas interdit, s'il n'y a pas une session de formation à proximité, d'aller voir une autre ligue. Il y a aussi ces passerelles possibles. Donc, c'est un petit peu plus loin au niveau des kilomètres, quoique des fois sur les frontières, on peut peut-être, au niveau des départements, on peut peut-être y trouver son compte. Mais il y a des moyens aussi d'aller se former dans d'autres territoires. Parfois, ça correspond même mieux à des dates parce qu'on est en congé ou parce que voilà, ça correspond davantage. Donc, il y a cette opportunité. Après, on entend bien avec Jérémy toutes ces problématiques. Voilà, je dirais que la solution à ça, ce serait d'aller voir les ITFE d'à côté et voir s'il y a une opportunité pour accéder à cette formation. C'est sûr que la saison prochaine, sachant qu'au club, il y a une jeune personne qui veut s'investir sur le hand ensemble avec moi. Donc, c'est sûr que la saison prochaine, je pense que oui. Alors, après, c'est toujours pareil. Hein. Nous, on est bénévoles. Aller loin, ça a un coût. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que ça peut être compliqué. Après, la motivation, l'envie de faire, ça compense aussi quand même. Pour te répondre, Anne, effectivement, Anne était une des personnes qui s'était inscrite à la formation à qui on a dit désolé, cette année on mettait en place. Donc je renouvelle mon excuse pleinement, Anne, cette année. J'entends que effectivement s'il n'y a que moi ou qu'on est deux, je le comprends aussi. Hein. L'objectif, voilà. Après, clairement, on est en pleine réflexion hein, sur la restructuration. On a une expérience que de 2 ans hein, sur notre institut de formation. On sait très bien que renouveler une formation sur le hand ensemble chaque année, c'est certainement pas possible. Donc, il faudra clairement peut-être qu'on identifie une formation tous les 2 ans ou tous les 3 ans, j'en sais rien. Il va falloir histoire que les gens sachent vraiment à quelle année elle aura lieu. Voilà, que ça soit vraiment programmé pour les gens et qu'ils puissent s'organiser. Je rejoins Nathalie, l'année dernière, on a accueilli des gens de la région PACA sur notre formation Aura. Donc, c'est effectivement des passerelles qui peuvent se faire entre régions. Effectivement, ça demande... L'objectif, ça serait qu'on arrive en plus à faire au maximum des formations locales. Alors, bon, c'est un peu contradictoire avec ce que je dis sur aller dans d'autres régions. Mais voilà, c'est aussi pour ça aussi que dans la formule de 40 heures, on essaye aussi de pas non plus trop vous solliciter en présentiel. Concrètement, sur les 40 heures de formation, on fait une journée un samedi sur le hand adapté, une journée sur le hand fauteuil, et le reste de la formation en présentiel, c'est l'organisation des régionales hand ensemble, qui est plutôt un mode événementiel, terrain, etc. Donc au final, je pense pas que ça représente une masse assez importante pour quelqu'un qui arrive à l'anticiper dans sa saison. Et on essaye de vous donner les dates très en amont pour que vous puissiez vous organiser dans vos clubs. Donc, Anne, sache que je vais relancer la communication sur une formation l'année prochaine de ce module-là. Je vais essayer de le faire le plus tôt possible pour que les gens puissent les anticiper, essayer de donner des dates en avance, de donner des lieux de formation pour que les gens aient un maximum d'informations pour savoir dans quoi ils se lancent quand ils s'inscrivent dans la formation. Parce que je pense que ce qui manque souvent aux gens, c'est le fait d'avoir de l'information et de pouvoir se projeter vraiment sur ce que représente la formation. Donc, sache que c'est au centre de nos discussions en ce moment au niveau de l'ITFE. Ok, donc nous, au sein du club, on sera minimum 2. Et je pense qu'effectivement, si la formation ne se fait pas, on fera l'effort d'aller ailleurs. Pas de souci. Merci. De rien. D'autres personnes qui souhaitent intervenir? Oui, il y a Emeline. Je veux bien. Bonsoir à tous. Moi, je suis Emeline. Donc, j'anime une section hand adaptée au club de Saint-Julien de Nice-Éclésé. Donc, on a réellement commencé depuis janvier. Ça faisait 2 ans qu'on était sur le projet. Alors, c'est vrai que du coup, ce soir, j'ai découvert plein de choses, notamment les financements où nous, on a été toqués à droite, à gauche, en oubliant totalement d'aller toquer à la porte finalement des fédérations sportives de hand et en adapté.
Donc, ça, c'est un bon deal à savoir, surtout pour les prochains clubs. Enfin, on a déjà des gens qui nous ont téléphoné qui veulent créer des clubs, notamment dans l'Ain. Donc, c'est des choses sur lesquelles on n'était pas sensibilisés. Donc, c'est chouette d'y avoir entendu ce soir. Alors, nous aussi, sur le questionnement qu'on a, c'est plus par rapport au règlement. C'est vrai que c'est assez pauvre. Enfin, on nous renvoie surtout au règlement du Baby Hand. Et je pense que, alors j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont être créées par rapport au livret, mais c'est peut-être les choses sur lesquelles nous, on est un peu en questionnement par rapport au règlement pour lancer vraiment les choses. Et aussi, alors nous, on rencontre une autre difficulté, mais c'est plus interne, je pense, à la région, mais c'est qu'on manque de gymnase et en fait, on a un public de 6-12 ans avec des handicaps plutôt psychiques. Donc, on veut pas qu'il y ait forcément, par exemple, un club d'escalade qui fasse en même temps leur pratique ou souvent on court après les enfants dans les tribunes. Donc voilà, plein de choses un peu spécifiques, mais c'est vrai qu'on manque de gymnase et on a beau toquer aux portes des alentours. Alors les gens, dès qu'on parle de handicap, ils sont forcément plus ouverts, mais voilà, il manque aussi de gymnase, je trouve, pour développer nos pratiques de handball adaptées. Pas pour moi. Et par rapport à la formation aussi, je pense que nous, on sera intéressés. Alors, pour le coup, on est psychomotricienne, donc on a notre casquette de psychomote qui nous aide à faire voilà, la section de hand adaptée, mais on sera aussi intéressé par une formation s'il y en a dans la région. Alors, je vais peut-être prendre la main sur le côté adaptation donc, de l'activité adaptée. C'est vrai que là, ça touche vraiment le secteur de l'animation et on est vraiment dans un conseil. Alors, c'est même, après, ça dépend effectivement l'âge des enfants, ça dépend aussi de leur compréhension de la règle, compréhension de l'espace, compréhension du rôle qu'ils ont sur un terrain de handball. Baby hand, je dirais non, parce que le baby, c'est vraiment pour les 3-5 ans et on est vraiment, c'est un autre handball, en gros, il n'y a pas de confrontation. On est plutôt dans l'adage d'évoquer le mini-hand, parce qu'on est dans un espace beaucoup plus réduit, parce qu'on est sur une adaptation complète de la règle. Hein, on ne va pas siffler les marchés de façon intempestive, sinon on n'aura jamais d'activité. On va être assez bienveillant sur les utilisations de l'espace, la zone. On va être vraiment dans ce principe de précaution. Ce qu'on a tendance à dire, c'est que le règlement va s'adapter aussi à la compréhension de chacun des individus, ce qui veut donc dire que dans un même collectif, on peut permettre certaines adaptations de règles par la mise, par exemple, de chasubles spécifiques. On sait qu'il y en a, par exemple, des enfants qui ont du mal à comptabiliser ces fameux 3 pas. Hein, ils vont toujours en faire un 4e, le fameux 4e qui va leur permettre de faire une action. Et bien, à un moment donné, pour qu'il puisse s'exprimer sur l'activité, on va lui mettre un chasuble et on ne sifflera pas ce joueur sur tel type de règles particulières. Donc, c'est vrai que sur le hand adapté, on n'a pas encore souhaité, comme l'a fait très bien la FFSA, classifier. Tout est une question, en fait, que ce soit sur le hand adapté ou que ce soit sur le hand fauteuil. La fédération n'était pas encore assez prête et assez mûre à proposer ce qu'on pourrait appeler des espèces de classifications. Parce que déjà, de base, le handicap, c'est discriminant. Oui. Hein, et si en plus, nous, on rajoute des classifications, ça mettait encore plus les gens dans des cases et on n'avait pas en plus la volumétrie pour mettre toutes ces personnes dans les cases. Donc, aujourd'hui, on est sur un aménagement de règles. Alors, ce n'est pas facile. Hein. On n'est pas du tout en train de dire que ce sont... Il y a beaucoup de très bons entraîneurs que j'aime bien confronter justement sur de l'activité hand adaptée. Hein, notamment sur la compréhension de la règle, combien de consignes je vais donner à mes joueurs. Ça, c'est assez marrant de voir des coachs dans du handball traditionnel être avec des enfants. Ils me disent, mais c'est hyper facile. Oui, bah vas-y, tu vas voir, c'est assez rigolo. Voilà un petit peu la raison pour laquelle, à ce jour, on n'a pas souhaité rentrer dans une codification liée à des niveaux de handicap spécifiques. Je ne dis pas que ça ne viendra pas. Voilà. D'abord pour, je ne sais pas, moi, si à un moment donné, on massifie, on a des clubs qui tournent avec des équipes de 15-20 joueurs, et bien évidemment, pour avoir une certaine égalité dans le jeu, on sera amené à avoir ces régulations. Moi, je parle plus peut-être de régulation que de classification. Voilà un petit peu où on en est sur ça. Sur les gymnases, j'ai envie de dire, ma bonne dame, c'est un peu le
le lot de à peu près tout le monde. Bon, c'est un peu pour ça qu'on vous a poussé et que le contexte sanitaire nous a poussé à aller dehors. Voilà. Mais quand on travaille un petit peu dans le handicap, on sait bien que le dehors peut avoir des contraintes très complexes dans la captation de l'attention, dans voilà, tout plein de petites choses. Donc, je sais que quand on est intervenu en extérieur avec des publics adaptés, on a essayé autant que faire se peut avec un jeu de plot, avec des bandelettes au sol, de recréer en fait au niveau spatial un environnement de jeu plutôt sécurisé. Mais ça n'empêche qu'effectivement, il y a des éléments perturbateurs qui vont venir voilà, perturber la séance. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de solution. Les seules solutions, c'est peut-être d'aller dans aussi une pratique dans des lieux encore inexploités. Ça va être des salles des fêtes, ça va être beaucoup de préaux et de préaux scolaires. Par exemple, quand il n'y a pas d'activité scolaire, parfois il y a des écoles qui acceptent que les clubs puissent venir avec des collectifs. Voilà, il y a pas beaucoup de solutions. Je sais que là aussi, on est en train de travailler avec la fédération, avec des partenaires pour nous aider à financer plutôt des pratiques en extérieur, mais un petit peu aménagées. Bon. Après, effectivement, le travail multi-activité, c'est vrai qu'avec certains troubles mentaux, c'est de l'ordre même de l'impossible. Donc, là, j'ai pas vraiment malheureusement, à part acquiescer tout ça et parfois s'attrister, on essaye de toute façon de trouver des solutions. Et je pense que vous aussi, vous en trouvez, mais voilà, on a un manque cruel de toute façon de gymnase. Merci. En tout cas, Émile, je suis ravi de mettre un visage sur la responsable de la section adaptée, dont j'entends souvent parler en exemple. Donc voilà, ça fait plaisir. Et je mets du coup l'importance du réseau au centre de nos débats. C'est vrai que souvent les initiatives viennent d'aide que les uns et les autres on arrive à s'apporter. Et de savoir qu'une section existe à côté, qu'on peut s'aider, qu'on peut développer nos compétences par rapport à ça, des relations, voilà, c'est toujours bien aussi d'arriver à regrouper des gens, d'arriver à peut-être faire des matchs, des choses, enfin voilà, c'est super intéressant et c'est que par l'activation de ce réseau-là que notre activité elle va grossir au niveau du territoire. Donc je suis ravi qu'il y ait d'autres personnes qui te sollicitent pour arriver à développer le truc, c'est parfait, c'est tout à fait ce qu'on recherche en termes de développement. Là, on a une maman justement, c'est de Meximieux, enfin c'est une aparté par rapport à ce soir, mais voilà, de à Meximieux où ils aimeraient développer. Donc, on lui a dit qu'il y avait des visios voilà, sur le mois de juin, en tout cas, pour parler de ça. Mais le Meximieux, tu vois, a développé cette année sa section en fauteuil. Donc, tu vois, ils sont vraiment dans la thématique à fond dedans. Là, donc, Yes. Et bien, merci aux intervenants. Merci aux participants pour vos questions et les échanges. C'était vraiment enrichissant. Et puis, du coup, on va terminer là-dessus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine encore pour le hand adapté cette fois-ci. Comment l'organiser, la pratique, justement, avec Emeline comme intervenante qui sera là. Voilà, merci à tous et puis bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Salut.